Comment résister aux GAFAM et aux Big Tech? C'est la question que beaucoup se posent, à l'heure où ces grandes entreprises technologiques, à l'image de Google, Apple, Microsoft, Meta ou encore Amazon, ont pris un pouvoir immense sur nos vies, nos économies, mais aussi sur la politique. Avec le retour à la Maison-Blanche de Donald Trump, leur influence, mais aussi leur pouvoir de nuisance, n'ont jamais été aussi grands. They control our online lives, what we buy, what we post, what we see. On Inauguration Day, nearly $1 trillion of net worth lined up behind Trump. Now they're all with me. An alliance between the world's richest men and the world's most powerful. Ces visages du capitalisme numérique sont aussi devenus les idoles de l'extrême droite. Et ce que possèdent Jeff Bezos, Elon Musk, Mark Zuckerberg et les autres, c'est une capacité à agir sur la société, à la modeler selon leurs envies. We're going to get rid of fact-checkers and replace them with community notes, similar to X, starting in the US. We're going to simplify our content policies and get rid of a bunch of restrictions on topics like immigration and gender that are just out of touch with mainstream discourse. Ils veulent créer un futur centré sur la technologie, sans interférence gouvernementale ou régulation. Ces capitalistes sont des seigneurs techno-féodaux en devenir, déterminés à saisir l'opportunité de leur alliance avec Trump pour abattre les derniers obstacles politiques à l'instauration d'un nouvel ordre social, fondé sur la projection et la manipulation des algorithmes afin de centraliser la valeur produite par le travail et d'imposer leur lubie millénariste. C'est ce que dénonce Cédric Durand, économiste, dans son nouveau livre « Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète ?» These are people who really feel that the way you solve problems in society is through the use and deployment of technology. Ce qui se joue aujourd'hui est vertigineux, puisque c'est bien la souveraineté économique et politique de la France et de l'Europe qui est en jeu. Elon Musk, acclamé par les partisans de l'AfD en Allemagne. À quelques semaines des élections anticipées, le milliardaire s'est exprimé à distance pour peser sur les affaires du pays et celles de l'Europe. Cédric Durand propose dans son livre une voie pour dépasser l'anxiété, sortir de l'impuissance et opposer une alternative à ces géants de la tech. Le tout sans oublier l'urgence écologique, que l'on ne prend que rarement en compte quand on parle de la révolution numérique en cours. Les milliers de serveurs qui fonctionnent 24 heures sur 24 produisent énormément de chaleur. Il faut donc refroidir massivement les salles pour éviter pannes et incendies. Plus de 3% de l'électricité mondiale part dans les data centers et leur climatisation. Pourtant, la part du numérique dans les émissions de CO2 mondiales devrait passer de 3,5% en 2019 à près de 9% en 2030. La demande de métaux pour l'ensemble des technologies numériques a explosé, tout comme l'extractivisme minier extrêmement polluant. Mais que convoite Donald Trump? Le sol ukrainien regorge de minerais stratégiques. Ces minerais stratégiques sont devenus incontournables pour fabriquer batteries de voitures, composants électroniques ou smartphones. Alors, comment résister face aux Big Tech? Comment peut-on se réapproprier les technologies démocratiquement? Et comment mobiliser la technologie pour construire une société émancipée et tenter de résoudre la crise écologique? Réponse dans cet entretien Blast avec Cédric Durand. Cédric Durand, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Alors, vous êtes économiste à l'Université de Genève. Vos recherches portent sur la mondialisation, la financiarisation et les mutations du capitalisme contemporain. Vous êtes l'auteur de Le Capital fictif aux éditions Les Prairies ordinaires, publié en 2014, Techno-féodalisme critique de l'économie numérique, publié en 2020, et Comment bifurquer les principes de la planification écologique avec Razmig Kocheyan, publié en 2024 aux éditions La Découverte. Et vous venez de sortir un nouveau livre aux éditions Amsterdam avec l'Institut La Boétie. Faut-il se passer du numérique pour sauver la planète? Un livre issu de vos conférences qui est plus que jamais d'actualité. Pour commencer, je voulais vous demander pourquoi est-ce qu'il est essentiel aujourd'hui de bien comprendre les enjeux autour du capitalisme numérique, incarné notamment par Elon Musk, et donc les implications du pouvoir politique des Big Tech. Merci beaucoup pour cette introduction. Il y a trois principaux enjeux autour du numérique aujourd'hui. Le premier enjeu, c'est, ce qui est très largement discuté, c'est tout simplement l'intégrité de notre conversation collective, la façon dont on peut échanger les uns avec les autres. Aujourd'hui, il y a des éléments de manipulation à des fins marchandes, mais aussi à des fins politiques, qui viennent dégrader la qualité de nos discussions publiques. C'est un premier enjeu. Le second enjeu, il a à voir avec l'intégrité de l'action publique. Ce que font en fait les Big Tech, c'est qu'elles rassemblent l'information sur chacun d'entre nous, mais surtout sur les liens
qui nous unissent les uns avec les autres. Et à partir de ça, eh bien, on peut prédire. Alors, les big tech utilisent pour prédire nos comportements et pour nous vendre des produits, essentiellement. Mais il y a aussi beaucoup d'autres applications. Et donc, pour l'action publique, c'est quelque chose d'essentiel. Laissez-moi juste vous donner un exemple là-dessus. Ouais. Au moment de la pandémie, Google avait mis à disposition de chacun les données de mobilité. Et ces données de mobilité étaient rendues publiques parce qu'on considérait qu'elles pouvaient aider à prévenir la diffusion du virus. Maintenant, c'est plus le cas. Elles sont re-rentrées au niveau privé. Alors que ces données sont extrêmement intéressantes pour les collectivités locales, mais aussi pour les collectifs citoyens, savoir où se passe la vie sociale, à quel moment, etc. Donc ça, c'est un deuxième enjeu, si vous voulez, pour donc l'action publique, mais aussi l'action citoyenne. Ces données sont importantes. Le troisième élément, c'est un enjeu économique. Les big tech vendent des services qui sont indispensables aux individus, indispensables aux administrations, mais aussi indispensables aux autres entreprises. Et la part de revenus qu'elles s'approprient va croissant. Donc il y a une logique de dépendance économique qui se met aussi à l'œuvre. Et ce sont plusieurs enjeux que vous évoquez d'ailleurs dans le livre. Vous l'écrivez, la crise écologique et la révolution numérique, avec notamment l'intelligence artificielle, sont les deux ruptures de notre ère. Pourtant, elles sont rarement pensées ensemble, alors qu'elles créent les mêmes sentiments de perte de contrôle, d'impuissance. Et vous posez la question, reprendre le contrôle sur les conditions écologiques de nos économies, ne doit-il pas passer par la reprise du contrôle sur le numérique ? Pourquoi ce lien-là, justement, que vous faites entre ces conditions écologiques et ces conditions numériques ? Oui, le premier point est de bien assumer la tension qui existe entre le numérique et la crise écologique. Le numérique est un des facteurs d'aggravation de la crise écologique. Du point de vue énergétique, on voit l'IA, par exemple, qui est absolument insoutenable et qui est en train de mettre sous pression les systèmes énergétiques, qui pousse à l'extrême la logique productiviste dans ce domaine-là, mais aussi, bien sûr, dans le domaine des minerais, etc. Et j'avais reçu Célia Izoard sur Blast, justement, cette question de l'extractivisme. Absolument. Donc c'est quelque chose de très important et qu'il faut surtout pas minorer, etc. Mais d'un autre côté, le numérique aussi a une transformation des modes de connaissance du monde que nous avons. Cette connaissance du monde, on l'acquiert cette fois-ci véritablement à l'échelle planétaire. Il y a un sociologue qui s'appelle Goran Turnbaum qui parle d'un nouvel âge de progrès. Ça peut sembler un peu bizarre, on a l'impression, mais il y a bien effectivement quelque chose de cet ordre-là, dans le fait qu'on est capable de prendre conscience à l'échelle planétaire de l'ampleur de la crise écologique, mais aussi des conditions de vie des uns et des autres. Bon. Donc, cette dimension capacité d'agir ensemble, conscience de l'espèce, si on veut être un peu grandiloquent, est quelque chose qui est une des préconditions pour pouvoir agir contre la crise écologique. Alors, le numérique est à la fois un facteur de crise écologique, mais aussi un des éléments qui peut nous permettre, en tant qu'espèce, d'agir pour faire face à cette crise. Alors, on va y revenir. Est-ce que vous pouvez d'abord expliquer ce que vous appelez l'âge techno-féodal du capitalisme ou techno-féodalisme, qui, pour vous, incarne une forme de régression de notre époque. Dans une interview à Libération, vous le définissez comme une sorte de capitalisme cannibale où certains grands groupes qui contrôlent les intangibles détournent les ressources à leur profit. Oui, le point décisif ici est de remettre sur la scène, sur la discussion, le fait que le capitalisme n'est pas un système qui a toujours existé et qui existera toujours. Et donc il n'a pas toujours existé. Avant, il y avait plusieurs systèmes, notamment le féodalisme, le système avec les serfs, les seigneurs qui dominaient la terre, etc. Et puis, souvent, à gauche, on a imaginé un post-capitalisme qui serait quelque chose de progressiste. Et en fait, il y a aussi la possibilité d'un post-capitalisme qui soit pas vraiment désirable. C'est un peu ça, le technoféodalisme. Alors, quelle est sa substance ? La substance du technoféodalisme, c'est bien sûr pas un retour au féodalisme dans le sens où on aurait des petits producteurs sur leurs terres isolés, etc. On est dans des sociétés hyper techniques, on est extrêmement dépendants les uns des autres, c'est certain. Mais il y a des éléments de parallèle. Et les éléments de parallèle, ils sont doubles. D'une part, c'est la fusion du politique et de l'économique. Ça, c'est un trait majeur du féodalisme. Le seigneur gouverne la terre et les hommes. Il contrôle les ressources économiques et en même temps, il contrôle politiquement les paysans. Et d'autre part, c'est une logique non pas de production productiviste, qui est le propre du capitalisme, mais c'est une logique plutôt de contrôle, une logique de contrôle, de prédation. Donc le seigneur, s'il a des ressources, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il va faire davantage la guerre ou il va faire des grandes fêtes pour pouvoir étendre son influence. Donc ce parallèle du point de vue de la prédation et du point de vue de la fusion du pouvoir politique et économique se retrouve aujourd'hui autour des big tech. Peut-être qu'on va en discuter plus en détail maintenant. Alors justement, vous soulignez notre immense dépendance aujourd'hui. Vous posez la question, en réalité, qui peut vivre sans les big tech ? Et à propos de ça, vous parlez de glaive numérique. Est-ce que vous pouvez l'expliquer ? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu oublié le féodalisme dans leur cours d'histoire.
Bien sûr, la glèbe, c'est la terre seigneuriale, c'est-à-dire c'est la terre, mais en tant qu'elle appartient à un seigneur, et au fait que les individus sont attachés à cette terre. Les paysans, à l'époque féodale, ne peuvent pas circuler comme ils veulent. Ils appartiennent au seigneur en tant qu'ils appartiennent à la terre du seigneur. Eh bien, la glèbe numérique, c'est, si vous voulez, une métaphore utilisée pour renvoyer à cette même idée de dépendance. Qui peut aujourd'hui se passer de Google ? Ma mère, je pense. Elle est assez encore autonome. Bon, elle utilise Internet, mais pas beaucoup, et ça serait pas si grave que ça pour elle. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est pas possible. Certes, pour les individus, on le voit bien. Cette dépendance, elle est omniprésente. Mais elle est vraie aussi pour les organisations. Les administrations, elles dépendent largement des big tech aujourd'hui. Le gouvernement allemand, il y a quelques mois, a signé pour son ministère de l'Intérieur un accord avec Amazon pour le cloud. On me dit que les militaires français reposent aussi pour un certain nombre d'équipements sur les services qui sont délivrés par les big tech. Donc il y a vraiment une dépendance qui est aussi de l'action publique elle-même associée à ces big tech. Et puis les acteurs économiques, c'est la même chose. BNP Paribas, ils dépendent de leur cloud pour Oracle. La SNCF avait un cloud interne, maintenant elle est passée chez Amazon. Donc vous voyez, il y a une espèce de généralité de ces services numériques qui fait que les individus, les administrations, mais aussi les grandes entreprises, sont finalement dépendants de cette terre numérique, c'est-à-dire de ces moyens numériques pour organiser leurs activités. Et vous rappelez d'ailleurs que la panne géante de Microsoft à l'été 2024 a rappelé que simplement un bug pouvait impacter énormément de secteurs, parce qu'on l'a vu sur les aéroports, les hôpitaux, les banques, les administrations, la grande distribution, enfin ça a été massif. Absolument, absolument. C'était un moment un peu de prise de conscience des vulnérabilités, mais aussi de la centralité finalement de ce pouvoir numérique, puisque c'était une entreprise qui, à travers le monde entier, a provoqué ces dérèglements. Alors, selon vous, vous l'avez dit, le techno-féodalisme, il se manifeste par la fusion du pouvoir économique et politique. Cette fusion, elle s'est notamment incarnée lors du dernier sommet sur l'intelligence artificielle à Paris. On a vu une connivence entre patrons de la big tech et gouvernants. Cette connivence, elle a évidemment atteint son sommet avec le retour au pouvoir de Donald Trump. Comment est-ce que vous analysez tout ça ? Alors, il y a, de mon point de vue, dans le numérique même, une dimension politique. Dès lors qu'il s'agit d'informer les comportements, mais aussi de les guider, il y a quelque chose qui est de l'ordre du gouvernement sur les humains, et donc quelque chose d'intrinsèquement politique. Bien sûr, il y a quelque chose d'économique, puisque ces acteurs des big tech ont des stratégies pour centraliser des profits, etc. Donc, il y a ces deux dimensions qui sont présentes. La manière dont je vois leur articulation est présentée dans le livre et dans celui-ci, dans le précédent, autour de la logique de techno-féodalisme. Et ce qui est très important de comprendre, c'est que cette fusion techno-féodale n'est qu'une des modalités de cette fusion. Par exemple, Facebook avait proposé une monnaie numérique. Ça s'appelait la Libra, de 2017-2018. Bon. Et finalement, en 2022, ce truc-là a été rempacté. Pourquoi ? Parce que les régulateurs, les banquiers centraux, les gouvernements ont dit « c'est pas possible ». Le pouvoir politique qui serait associé à cette monnaie numérique, qui serait utilisable par 2 milliards de personnes, serait beaucoup trop important. C'est trop dangereux, et du coup, ils ont empêché Facebook de le faire. Il faut voir qu'aujourd'hui, Donald Trump propose au contraire de laisser de l'espace à la reconstitution de monnaie privée. On va voir, on sait qu'il y a des projets, que Musk a des projets, etc. Je ne sais pas dans quelle façon ça va se développer, mais cet agenda, il n'a pas disparu. Mais à un moment donné, il a été arrêté. Donc la logique de fusion du politique et de l'économique sous l'égide des big tech a été entravée. Un autre exemple, qui est le contexte de la Chine, bien sûr. Il y a des big tech extrêmement puissantes, mais du fait du rôle du Parti communiste chinois d'une part, et d'autre part d'un engagement direct de l'État, eh bien finalement, le pouvoir de ces big tech a été subordonné à celui de l'État. Donc, il y a ces dimensions politiques et économiques qui sont là, mais la modalité techno-féodale que l'on voit aujourd'hui à l'œuvre autour de Trump et autour de Musk n'est pas une fatalité, si vous voulez. Et ce qui est assez fascinant, c'est que vous le notez d'ailleurs dans le livre, c'est qu'on voit vraiment une sorte de distorsion ou de changement complet de paradigme entre la façon dont on pouvait imaginer ces réseaux sociaux, ces big tech, en parlant du fait que, ce qui n'était pas tout à fait vrai d'ailleurs, mais que Facebook avait provoqué des révolutions, le printemps arabe, etc. En tout cas, avait permis de catalyser quelque chose. Et aujourd'hui, on est vraiment à l'inverse. On n'est plus dans justement des technologies qui nous émancipent en quelque sorte ou qui permettent des révolutions politiques. Oui, il y a effectivement une tension, parce que on n'est pas que des sujets du numérique. Il y a on est des agents dessus, on produit des contenus. Mais il y a effectivement une organisation, on pourrait dire une curation, c'est-à-dire une façon de mettre en scène ces échanges qui n'est pas du tout neutre et qui répond à soit des finalités commerciales, soit des finalités politiques. Cet agenda très réactionnaire des big tech qu'on voit émerger aujourd'hui
est quand même quelque chose d'assez nouveau, mais qui renvoie à des questions fondamentales sur la façon dont se perçoivent ces leaders des big tech. Alors quelque chose d'assez nouveau, pourquoi ? Parce que à l'origine de la tech, du numérique, il y a quand même une culture extrêmement inspirée d'idées libertaires, tous les garanties étatistes, avec une grande créativité. Les communautés de logiciels libres, qui existent jusqu'à aujourd'hui, par exemple, sont quand même un endroit assez foisonnant, où les logiques hiérarchiques ne sont pas du tout présentes, enfin en tout cas de façon pas du tout centrale. Il y a une volonté d'autonomie, et c'est quelque chose de très important, et ça existe, ces cultures numériques. Mais on s'est rendu compte au cours des dernières décennies que les effets de réseau provoquaient aussi des dynamiques de centralisation extrêmement importantes. Des centralisations technologiques, parce que finalement, les bases de données, il faut les centraliser, les tuyaux, il faut les centraliser. Des dynamiques aussi de centralisation associées au fait que, lorsqu'on a une bonne innovation, elle va être diffusée très largement à faible coût, etc. Donc on pourrait discuter un peu plus de ces effets réseau, mais ça provoque de la centralité. Et là-dessus se rajoute un troisième élément, qui est l'élément plus politique. En fait, l'anti-étatisme un peu libertarien, qui avait une dimension progressiste dans une partie de cette élite numérique, c'est transformé en quelque chose de franchement nauséabond. C'est vraiment une idéologie à la Ayn Rand, où les leaders de ces entreprises se conçoivent comme des surhommes qui n'ont rien du tout à respecter parce qu'ils sont en train de transformer le monde. C'est associé aussi à l'idéologie transhumaniste qui habite certains d'entre eux. Et là, il y a vraiment une haine de l'égalité qui est au cœur de la façon dont se transforme le numérique aujourd'hui, le fait qu'il y ait ces logiques de manipulation aussi grossières, aussi brutales qui se déploient. Oui, c'est ce qu'on voit notamment avec Mark Zuckerberg et sa revendication autour de l'énergie masculine, le fait qu'il soit revenu complètement sur les politiques de diversité et d'inclusion de Meta. Vous faites aussi le parallèle entre justement cette idéologie californienne progressiste à l'origine de la Silicon Valley et la Startup Nation qui est promue par Emmanuel Macron. I want France to be a startup nation, meaning both a nation that works with and for the startups, but also a nation that thinks and moves like a startup. Oui, alors c'est un peu idiot cette idée de Startup Nation, parce que pourquoi c'est un peu idiot ? Une startup, c'est quoi ? C'est un truc assez sympa, puisque vous travaillez un peu comme vous voulez, un projet auquel vous croyez. Et puis peut-être que vous allez devenir vraiment très très riche. Donc évidemment, tout le monde aspire un peu à finalement être une startup qui réussit. C'est cool, quoi. Le problème des startups, c'est qu'évidemment, la plupart du temps, ça échoue. C'est le concept même de la startup. Une startup, c'est prendre beaucoup de risques avec peu de chances que ça marche. Si ça marche beaucoup, mais il y a quand même la plupart du temps, ça ne marche pas et ça échoue. Penser un pays sur le mode de la start-up est d'une idiotie absolue. Un pays, il faut surtout pas que ça échoue. Plutôt qu'il y ait un grand succès, le plus important, c'est que ça n'échoue pas. Il faut être redondant, il faut être robuste, il faut assurer. Donc il y a cette espèce d'idéologie entrepreneuriale appliquée au niveau macroéconomique qui est un peu idiote, quoi. Moi, je suis pas contre encourager l'innovation, les jeunes poussent, la diversité, c'est super. Mais on peut pas penser un pays comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Oui, et ça dénote une certaine haine de l'égalité aussi, d'une certaine manière, en se disant que chacune doit être entrepreneur de sa propre vie, quoi. Alors, à partir d'une question simple, pourquoi un tel attrait du capital pour l'intelligence artificielle ? Vous explorez la question des intangibles et de la monopolisation intellectuelle par les big tech. Est-ce que vous pouvez expliquer justement ce que sont ces intangibles et quels sont les impacts de cette monopolisation ? Alors, les intangibles, c'est quelque chose qui existe de tout temps. Prenez une recette de cuisine, par exemple. La recette de cuisine, vous pouvez la connaître par cœur, elle est dans votre tête. Elle peut être dans un livre de cuisine, vous pouvez la trouver sur Internet. Un ami peut vous l'envoyer par WhatsApp, que sais-je. Donc, ce qui est ici intangible, c'est la recette de cuisine elle-même. Elle est indépendante du support. Elle existe indépendante du support, mais par contre, elle s'inscrit toujours dans un support. C'est pas de l'immatériel. Elle doit, à un moment donné, s'inscrire dans la matérialité. Et ces intangibles, ils sont changés de statut à l'ère du numérique. Pourquoi ? Parce que autrefois, cette recette de cuisine, ce texte qui vous avait plu, c'était quelque chose qui devait être passé directement, avec un coût relativement important. C'était pas facile de communiquer. Vous le lisez dans la presse, vous alliez chez un libraire, etc. Aujourd'hui, les intangibles, ils sont devenus directement ubiquitaires. C'est-à-dire, ils peuvent être partout à la fois. Et c'était effectivement quelque chose d'une propriété latente, si vous voulez, mais qui ne se manifestait pas avant l'ère d'Internet, avant la capacité de faire circuler extrêmement rapidement l'information. Donc, ce côté ubiquité des intangibles est évidemment quelque chose de
extrêmement fort, hein, qu'on expérimente au quotidien, mais qui a des conséquences très fortes. Alors les conséquences positives, on les voit, je ne vais pas les détailler, mais il y a des conséquences aussi un peu surprenantes. C'est qu'en fait, cela donne un avantage extrêmement important aux premiers à produire ces intangibles, parce qu'ils peuvent immédiatement bénéficier à une très grande échelle. Et c'est ça l'effet Silicon Valley. Hein. Au début d'Internet, on disait on va avoir une grande dispersion. Chacun va aller travailler dans son coin, on va s'éloigner des centres-villes. On promettait par exemple que ça serait fini pour les embouteillages. Puisque, à quoi bon aller dans les grandes villes, puisque de toute façon, toute la connaissance va être partout. En fait, c'est l'inverse qui s'est produit. Au contraire, être là où ça se passait, être le plus proche de la création de la connaissance, bénéficier des effets de coopération très forts, permettait d'être à la pointe de l'innovation et donc d'avoir une rente gigantesque parce qu'elle se projetait à l'échelle de la planète entière. Donc là, il y a un effet de concentration, par exemple, qui était extrêmement important. Bon, on pourrait discuter différents éléments, mais peut-être juste pour préciser les monopoles intellectuels. De quoi parle-t-on lorsqu'on parle de monopole intellectuel? On parle de ces grandes entreprises qui monopolisent la connaissance. On peut aussi utiliser le terme de méta-agents de la connaissance. Bon. Comment font-elles pour monopoliser la connaissance? Il y a plusieurs mécanismes, mais je vais vous en donner deux principaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle la coopération asymétrique. Ces entreprises de la tech coopèrent beaucoup avec des scientifiques de différentes universités ou alors dans des communautés de logiciels libres. Mais alors que la recherche scientifique est ouverte, et donc elle publie dans des revues, etc., lorsqu'il s'agit d'inscrire cette connaissance-là dans des produits marchands, c'est-à-dire des brevets, eh bien elles le font toutes seules. Donc elles vont avoir 10 co-auteurs, si vous voulez, pour un papier, et puis ensuite elles vont, de manière isolée, fermer cette connaissance dans des brevets. Donc ça, c'est un premier mécanisme qui est quand même très puissant et qui est à l'œuvre. Un autre mécanisme extrêmement important, c'est justement associé à ces effets réseau. Donc on bénéficie de la connaissance qui est échangée par les différents acteurs, on la centralise et on la restitue aux utilisateurs sous forme d'effets utiles. Tout le monde est très content d'utiliser Google. Pourquoi? Parce que Google bénéficie de ce que chacun et chacune a fait par ailleurs. Mais entre les deux, Google est en mesure donc de centraliser cette connaissance-là et puis de l'organiser de telle façon à générer des revenus. Donc cette monopolisation de la connaissance, à la fois par des dispositifs un peu old school, on pourrait dire de coopération asymétrique avec le droit, mais surtout avec des effets numériques de centralisation des données et de reprojection des effets utiles, est quelque chose d'extrêmement puissant et qui explique quelque chose d'un peu paradoxal. Parce qu'après tout, Google ou Amazon ou Microsoft sont des entreprises extrêmement différentes. Il y en a un qui fait un moteur de recherche, l'autre qui vend des produits, le troisième qui est plutôt sur les logiciels de bureautique, et pourtant ils convergent tous vers quelque chose qui est des services numériques génériques ou de la connaissance dans sa forme la plus abstraite, de la capacité à mobiliser, à calculer cette connaissance de la façon la plus abstraite. Donc voilà, le cloud et l'IA qui s'appuie dessus sont fondamentalement l'expression de cette monopolisation intellectuelle telle qu'elle se matérialise au début du XXIe siècle. Et ce qui pose aussi des questions démocratiques majeures, puisque les citoyens, sans le savoir, sont en fait des travailleurs pour ces grandes plateformes. Mais dans ce que vous citiez comme premier exemple sur la monopolisation intellectuelle, il y a aussi par exemple la question des vaccins. Donc cette question des communs, en fait, de se dire que il y a des choses qui ont un impact potentiellement positif pour l'humanité, qui vont être appropriées par ces grandes entreprises. Oui, absolument. Donc c'est peut-être le point politique le plus essentiel est celui-ci. C'est de dire que ce que nous rendent les big tech semble leur appartenir. Et du coup, ils semblent nous rendre service. Et il y a des effets utiles qui sont effectivement extrêmement puissants. Mais ce qui est masqué, c'est que ces effets utiles, ils sont uniquement le résultat de notre activité sociale à toutes et à tous. Un peu comme le langage, si vous voulez. Le langage, c'est extrêmement utile. Ça nous tombe dessus, on ne sait pas trop d'où, mais il est là, le langage. Et le langage, il vient de nulle part d'autre que de notre histoire humaine. Et bien de la même façon, les services utiles que nous rendent les big tech, la connaissance centralisée telle qu'elle nous est redistribuée, est le fruit de notre activité sociale qui a été centralisée. Sauf que entre nous, en tant que communauté dispersée, et nous, en tant qu'individus qui allons mobiliser cette connaissance, se place cette couche que sont les entreprises du numérique qui vont manipuler en fonction de leurs intérêts cet effet de restitution. Et donc, construire ce numérique à la fois comme quelque chose de démocratique, parce que les enjeux effectivement politiques sont tout à fait considérables, mais aussi quelque chose d'ouvert pour favoriser davantage d'innovation qu'on en a aujourd'hui, est un des enjeux essentiels de la période. Alors justement, avant de parler de comment vraiment transformer aussi ces big tech et notre rapport à ces big tech, je voulais aussi voir comment les réguler en quelque sorte, c'est-à-dire comment est-ce que aujourd'hui vous pensez qu'on peut maîtriser ce pouvoir, cette monopolisation des big tech?
Alors la réponse qui s'est développée en Europe est une réponse qui repose sur principalement deux choses. D'une part, la protection des données personnelles, et d'autre part, une logique anticoncurrentielle, antitrust, on dirait, antimonopolistique, antitrust. Alors, moi, je suis pour protéger les données personnelles, chacun a droit à la vie privée, etc. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui marche pas. Le temps qu'on passe chacune et chacun à ne pas décider, en fait, sur les politiques de cookies, montre bien que c'est absolument ridicule et il n'y a pas de solution individuelle pour gérer ces données-là. Donc, première chose, c'est la question des données. Les données sont pas personnelles, à mon sens. Les données, elles sont sociales. Elles sont mises en commun. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elles sont donc monopolisées par ces entreprises. Il faut donc les réguler comme des communs. Les réguler comme des communs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui centralisent ces données ne peuvent pas les garder pour leurs usages exclusifs. Alors, ça veut pas dire que chacun et chacune peut les regarder librement dans les données, mais ça veut dire que comme la statistique publique, eh bien, on l'organise et on donne accès à ceux qui ont des raisons de le faire, des collectivités locales, pourquoi pas des collectifs citoyens, d'autres entreprises qui veulent inventer des produits. Et donc là, il y a une forme de mise à disposition de ces données qui sont vraiment une richesse essentielle pour pouvoir agir dans nos sociétés. Le deuxième élément, qui est la politique antitrust. La politique antitrust, elle part d'un sentiment qui est et d'une inquiétude qui est très juste, c'est que ces monopoles féroces sont une menace pour la démocratie et ont un caractère prédateur sur le reste de l'économie. Et donc c'est normal de vouloir les réguler. Le problème, c'est que le numérique a une logique dans laquelle les différents aspects, les différents services numériques se complémentent très fortement les uns les autres. Et du coup, si on découpe, eh bien, on augmente les coûts d'usage du numérique avec de la marchandisation partout. Je vais vous donner un exemple. En Europe, maintenant, lorsqu'on achète un téléphone Android, on a le choix entre plusieurs moteurs de recherche, Google ou d'autres. Bon. Et comment ces 4 moteurs de recherche qui sont sélectionnés pour les différents pays, pour chaque année, sont choisis? Eh bien, c'est par un processus d'enchère. Donc, ça veut dire que celui qui est capable de payer le plus cher va avoir son service qui va être proposé sur le téléphone Android. Mais vous comprenez bien que pour être capable de payer très cher, ça veut dire qu'on espère faire un très gros revenu après. Et donc, c'est pas le fait de respecter votre intégrité ou d'avoir un moteur de recherche de qualité qui va, c'est-à-dire de relativement neutre et informatif, qui va vous permettre de dégager un revenu important. À l'inverse, c'est votre capacité à ne pas respecter vos données personnelles et d'autre part être capable de guider votre comportement qui permettra de générer du revenu. Donc, d'une certaine façon, plus vous découpez le numérique, plus vous imposez de moments de valorisation et plus la qualité du service se dégrade. Alors, que répondre face à ça? Bien sûr qu'il faut s'inquiéter du monopole des big tech. Ces monopoles privés sont très dangereux. Mais ce qu'on propose, et j'ai travaillé avec plusieurs collègues là-dessus, il y a d'autres équipes qui travaillent dessus au niveau européen, c'est l'idée d'un empilement, un stack, c'est ça, d'un empilement numérique, c'est-à-dire d'une espèce de différentes couches qui permettent de rendre ces services numériques démocratiques et qui les enlèvent, si vous voulez, aux logiques de monopolisation privée. Alors, peut-être qu'on peut détailler concrètement, un petit peu. Oui, ça donnerait quoi? En fait, pour simplifier, il y a trois grosses couches pour le numérique. D'abord, il y a le hardware, les infrastructures. Eh bien, les tuyaux, les data centers, les satellites. Bon. Jusque dans les années 2010, les infrastructures étaient la plupart du temps publiques. Par exemple, les câbles sous-marins par lesquels passent les télécommunications étaient tout le temps publics jusque 2010-2012. Toute la décennie 2010, ça a été des câbles qui ont été construits par les big tech. Bon, ben là, il y a un enjeu de dépendance infrastructurelle vis-à-vis de ces entreprises qui est crucial. Donc ça, c'est la première chose. Il faut qu'il y ait une forme de contrôle public sur ces éléments infrastructurels. Propriété publique, consortium public entre différents pays, régulation forte, on peut en discuter, mais en tous les cas, il faut qu'il y ait un contrôle public. Le deuxième élément, c'est les données. On en a un peu parlé, c'est des données comme communs, donc les rendre disponibles, empêcher la fermeture des données de la part des grandes entreprises du numérique. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle les places de marché, c'est-à-dire c'est ce qui est associé au cloud. En fait, les services de cloud, c'est de la puissance de calcul, mais cette puissance de calcul est mise à la disposition des différents utilisateurs, pas directement, mais la plupart du temps, entre les deux, il y a des propositions logicielles qui sont faites. Bon. Et ceux qui organisent ces propositions logicielles, ce marché finalement des logiciels qui vont utiliser le cloud, est organisé là aussi par les big tech. Ben là, il faut réguler ça de façon très importante parce que c'est là où on voit comment se déploie l'action dans les différents domaines, et là, on apprend beaucoup de choses. On est capable de vraiment créer des rapports de dépendance à ce niveau-là. Donc, ça veut dire qu'on peut laisser un marché ouvert pour les différents types de logiciels, mais par contre, la place de marché qu'il organise doit être elle-même très fortement régulée. Si vous voulez, vous avez ces trois éléments, donc infrastructure contrôlée par le public, logique des communs sur les data, et puis des places de marché qui sont soit publiques, soit très fortement régulées pour empêcher les logiques de monopolisation intellectuelle. On peut aller plus en avant dans les détails, mais vous voyez bien que c'est un basculement par rapport à la logique actuelle qui consiste à dire, eh bien, laissons faire les big tech. Ils sont extrêmement puissants, ils sont à la frontière, on comprend pas ce qui se passe, il faut leur faire confiance. Non, là, c'est plus possible de dire ça.
Alors justement, dans un entretien donné au journal Le Temps en janvier 2025, vous disiez « L'Europe a les moyens de résister aux prétentions hégémoniques de la tech américaine ». Comment est-ce que pour vous, aujourd'hui, la France et l'Europe peuvent trouver d'ailleurs plutôt, une forme de souveraineté numérique ? Alors, les deux principes, si vous voulez, sont à la fois une logique de protectionnisme numérique, d'une part, et d'autre part, d'internationalisme technologique. Alors, protectionnisme numérique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire prendre conscience des vulnérabilités que j'évoquais tout à l'heure. Par exemple, le fait que les administrations publiques dépendent aujourd'hui du cloud américain. Lorsque le Financial Times s'inquiète du fait que les banques européennes pourraient être soumises à un chantage de la part des autorités américaines du fait de leur indépendance logicielle, il y a quand même quelque chose qui doit nous inquiéter. Bon, surtout que c'est pas des menaces vaines, on sait que ça a été appliqué, ce type de chantage en Ukraine. Donc, il y a un premier domaine d'importance qui est de se protéger contre ces types de chantage. Alors, se protéger contre ces types de chantage, ça peut être de la régulation. Il y a des éléments de régulation en Europe qui sont plus ou moins souhaitables, mais il y a des éléments qui existent. Et puis, il y a donc ces éléments de protection de ce qui est fondamentalement souverain qui doit être mis en place. Mais lorsque je parle de protectionnisme, je parle en même temps d'internationalisme technologique. Donc là, il y a quelque chose d'un petit peu étrange peut-être à comprendre, mais c'est que la solution ne peut pas être une forme de techno-nationalisme. On peut pas régler le problème en ayant tout ce qu'il faut comme cloud, comme service en France, etc. Ça n'a pas vraiment de sens. D'autant plus que, à part la Chine et les États-Unis, tous les autres pays ont le même problème de souveraineté numérique que nous avons nous. Donc il faut construire des solutions internationales, en commun. Alors les briques sont un peu différentes. On peut décider qu'on a des bouts de cloud qui sont 100% publics, étatiques, pour l'administration nationale, très bien. Puis on peut avoir des bouts de cloud qui sont en commun avec, je sais pas, le Brésil, l'Inde, l'Allemagne, la Pologne, que sais-je. Et pourquoi pour les entreprises, pour les entreprises de ces différents pays-là, et qui garantissent d'une certaine façon une autonomie par rapport au big tech. Donc cette construction de consortium ou de collaboration internationale, mais à géométrie variable, est indispensable parce que ça coûte cher de monter à l'échelle, mais n'est pas impossible. En fait, c'est tout simplement une logique de politique de rattrapage qu'il faut mettre en œuvre. Comme finalement la Corée ou la France dans l'après-guerre l'ont mise quand ils étaient très en retard par rapport aux États-Unis. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On se protège, on a des priorités, on part d'un petit peu loin, on va pas avoir les meilleurs services numériques de l'année qui vient, mais on organise une substitution aux importations, c'est-à-dire qu'on crée des solutions qui ne soient pas celles qui aujourd'hui mettent fondamentalement en cause notre capacité en tant que société à maîtriser notre avenir. Oui, et ce qui est d'autant plus important du fait que, vous le citez, il y a une fondation qui s'appelle Konrad Adenauer qui a un indice pour mesurer la dépendance ou l'indépendance des États. Et en fait, la grande majorité, enfin tous les pays au monde, en fait, ont une haute vulnérabilité vis-à-vis des big tech et du numérique, à l'exception des États-Unis et de la Chine. Absolument, donc c'est un immense sujet. Vous parlez dans votre livre d'une voie étroite à emprunter que vous définissez comme le cyber-écosocialisme, qui peut aussi être une voie d'émancipation, une stratégie politique pour lutter contre les big tech. Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est le cyber-écosocialisme et peut-être comment est-ce qu'il serait possible d'emprunter cette voie ? Oui, bien sûr. Donc, cyber-socialisme, c'est l'idée que grâce aux technologies de l'information, on peut organiser plus rationnellement, de manière plus démocratique, la vie économique de nos sociétés. Il y a eu un grand débat au XXe siècle entre les partisans de la planification et les partisans du marché, qui a été généralement considéré comme gagné par les partisans du marché autour de la figure de Friedrich Hayek. Et Hayek, il disait la chose suivante. Il disait, fondamentalement, le marché est un processeur d'information, un genre d'ordinateur, qui, par la mise en relation via le système de prix des situations multiples dans lesquelles se trouvent les individus, révèle une connaissance qu'il est impossible de centraliser autrement. C'est la raison pour laquelle les planificateurs échouent. Et il y a d'autres gens qui disaient, certes, c'est difficile de rassembler l'information, certes, il y a un problème de connaissance, mais le problème de la connaissance ne se pose pas dans les mêmes termes si l'on est au Népal en 1952 et qu'il n'y a pas de route, aucun appareil statistique, ou si on est en France en 2025. Donc, les conditions informationnelles surdéterminent les possibilités de planification. Et ce point-là, il est évidemment très important. Alors là, il y a toute une autre littérature, et y compris, par exemple, en Chine, Jack Ma, le PDG d'Alibaba, il a dit « Maintenant, on va enfin pouvoir réaliser une économie planifiée. Grâce au big data, on va pouvoir faire ça. » Alors pourquoi je parle de voie étroite ? C'est parce que, certes, Hayek a tort, certes, les possibilités de planification sont déterminées historiquement. Mais l'idée qu'on puisse centraliser toutes les connaissances et avoir directement une économie rationnelle, c'est pas non plus quelque chose qui est juste et possible.
Pourquoi ? Eh bien parce que, effectivement, une grande partie de la connaissance doit être est produite dans la place, in situ, dans une circonstance particulière. Et elle renvoie aussi à notre capacité à avoir une perception intérieure de ce qui est intéressant, ou collectivement d'avoir une interaction qui nous permet de donner sens à une situation. Donc là, il y a une espèce de tension. Comment on fait pour mobiliser la puissance de calcul qui nous permet d'opérer des choix collectifs plus rationnels, et d'un autre côté, avoir des vies pleines de sens qui impliquent une forme d'autonomie. Et ben c'est ça la voie étroite du cybersocialisme, c'est finalement dire OK, on mobilise contre l'irrationalité du marché toute une série d'instruments numériques pour pouvoir dessiner les grandes orientations de notre mode de développement, mais attention, on est conscient qu'on va pas plus loin qu'un certain niveau de détail, parce que l'activité réelle, la vie émancipée, implique d'avoir une indétermination au niveau local. Là, j'ai parlé de cybersocialisme. Et finalement, j'ai navigué entre ces grandes traditions de pensée qui sont le libertarianisme à la Hayek, des visions qui vont être plus d'un socialisme scientifique, et puis des visions plus polanyiennes qui mettent l'accent sur la qualité intrinsèque de la vie individuelle et sociale. Mais il y a la dimension écologique qui, évidemment, se surajoute là-dessus. Et la dimension écologique, elle se surajoute là-dessus de deux façons. D'une première façon, on l'a dit un petit peu tout à l'heure, autour de l'idée que grâce au numérique, on peut penser, concevoir le dérèglement du métabolisme entre société humaine et nature. Et c'est un instrument pour en prendre conscience, mais aussi pour agir, pour le mesurer. Un exemple, dans la flotte de satellites qui est en permanence au-dessus de nos têtes et qui par ailleurs pollue le ciel, la lumière, mais c'est aussi quelque chose qui nous permet de mesurer en temps réel les émissions de gaz à effet de serre et la production d'énergie, etc. Et ça nous permet de voir des choses qu'on voit pas autrement. C'est pas ce que disent les entreprises, c'est pas ce que disent les gouvernements. Il y a un sacré gap, et le fait d'observer nous donne une meilleure prise de conscience. Donc là, vous voyez, il y a à la fois une capacité de mobiliser ces technologies-là pour repenser notre rapport vis-à-vis de la nature. Mais d'un autre côté, la nature ne sera jamais enfermable dans les données que l'on pourra avoir. On peut viser à un inventaire permanent de la nature, c'est ce qu'il faut faire pour mesurer les dégâts qu'on produit et les réduire. Mais en même temps, il faut reconnaître l'autonomie de la nature, son irréductibilité. Donc là encore, voilà, on va jusqu'à un certain point, mais pas trop loin. C'est ça la voie étroite du cyber-écosocialisme. Mobiliser le numérique de façon discriminée parce que c'est très polluant, mais on n'a pas d'autre moyen d'être conscient de notre agentivité en tant qu'espèce, et simultanément être conscient que cette mobilisation de notre agentivité en tant qu'espèce est nécessairement limitée. Et d'ailleurs, ça implique aussi de penser une économie qui se développe dans le cadre des limites planétaires, qui sont au nombre de 9. Nous en avons déjà dépassé 6. Vous citez notamment les travaux de la chercheuse en économie écologique suisse Julia Steinberger, qui ont montré que, en fait, il était tout à fait possible de réduire massivement notre consommation d'énergie, qui est aussi liée justement à ce numérique, et que tout ça soit compatible avec la satisfaction de besoins sociaux sur l'ensemble de la planète. Elle parle par exemple de standards de vie qui devraient être respectés, comme un réfrigérateur par foyer, 3 kilos de nouveaux habits par an et par personne, un téléphone portable par personne pour 10 ans, un ordinateur par foyer. Comment est-ce que justement ce cyber-écosocialisme, il pense aussi cette question qui est beaucoup finalement prise en compte dans les économistes qui pensent la post-croissance par exemple, c'est cette idée de créer une économie qui réponde simplement à nos besoins et qui ne crée pas de besoins artificiels. Alors, cette question des besoins est effectivement absolument décisive. Et à l'époque du dérèglement écologique majeur que nous connaissons, il doit être compris dans le cadre des limites planétaires, comme vous l'avez dit. Le cyber-écosocialisme serait la chose suivante. La première chose, c'est que le calcul écologique prime. C'est-à-dire qu'on définit, pour chaque type d'espace économique, chaque genre d'activité économique, un certain nombre de budgets écologiques, mais un budget écologique mesuré dans la qualité des différentes dimensions de notre rapport à la nature. La qualité de l'air, la qualité des pollutions chimiques, etc. Et donc, ce calcul en nature de la nature définit l'espace de l'activité économique. Bon. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il faut d'abord commencer par le calcul écologique. Autrement dit, tous les discours sur les politiques écologiques, tant qu'ils ne s'adossent pas à un véritable appareil statistique de mesure
de notre impact sur l'environnement sont en fait c'est beaucoup de paroles, mais ça peut difficilement être poursuivi par les faits. Donc là, il y a beaucoup de discussions sur la comptabilité écologique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un domaine extrêmement important parce que sans comptabilité écologique, il n'y a pas d'action véritablement écologique. Mais ce qui veut dire, par exemple, que concrètement, on limiterait l'usage de l'intelligence artificielle en fonction de choses essentielles et en fonction de notre budget écologique. Je pense effectivement qu'il y a des choix à faire, des priorités à décider, mais c'est pas quelque chose de particulièrement surprenant. À l'époque de la pandémie, Netflix avait eu un accord avec la Commission européenne pour limiter la bande passante utilisée par Netflix parce que la Commission s'inquiétait de la capacité à continuer le télétravail. Donc l'idée qu'on doive arbitrer dans l'utilisation des ressources numériques est effectivement quelque chose d'important. Il y a des usages frivoles et il y a des usages qui sont essentiels, il y a des usages qui sont aliénants, il y a des usages qui sont émancipateurs. Il faut organiser ça. Il y a effectivement, il faut répartir les ressources numériques, c'est un enjeu important. Donc ça, si vous voulez, c'est la première chose. Donc on a des limites et on se donne un espace pour les différents domaines. Et ensuite, effectivement, on délibère du type de mode de vie que l'on souhaite déployer. Et donc là, il y a un exercice démocratique un petit peu macroéconomique qui ne va pas porter évidemment sur le détail de la production, mais c'est plutôt le genre de société que l'on souhaite. La place pour les transports publics, la place pour l'industrie de la mode, la place pour le type d'agriculture que l'on a, etc. Et donc on fait des scénarios. Bon, ça aussi on sait faire. C'est des choses qui un prix Nobel d'économie qui s'appelait Vassili Leontiev disait bien finalement la planification c'est la délibération entre des scénarios qui sont faisables. Donc délibération c'est on en discute tous ensemble. Faisable, c'est bien on construit économiquement et écologiquement ces scénarios qui sont acceptables. Et puis ensuite, il y a l'activité plus habituelle. Alors des services publics renforcés, si on est plus de gauche comme moi et je le souhaiterais, qui viennent limiter l'espace de marchandisation. Mais encore, il y a de l'espace pour le marché, pour les biens de consommation, pour les choses comme ça, mais qui s'inscrivent, si vous voulez, après la délibération sur l'investissement, c'est-à-dire la façon de piloter notre mode de développement. Donc 3 échelles, pour résumer. Un calcul écologique qui est l'espace que l'on se donne collectivement pour déployer notre activité, que l'on répartit. Ensuite, des scénarios qui permettent de décider où on alloue l'investissement pour choisir le mode de développement que l'on souhaite poursuivre. Et puis ensuite, une activité autonome, plus ou moins marchande, mais qui s'inscrit sur la base des investissements qui ont été réalisés. Vous venez justement de parler de délibération. Comment est-ce que justement ce cyber-écosocialisme pourrait se développer de façon démocratique ? Parce que vous le dites aussi que la résistance au techno-féodalisme, elle doit avoir une dimension populaire. Donc il y a quand même cette nécessité d'avoir aussi que les citoyennes aient leur mot à dire. Absolument. Alors là, on empiète un peu sur une autre discussion qu'on a portée avec Razmik sur la question de la planification écologique, mais qui repose un peu sur les mêmes principes. C'est-à-dire que il y a la bonne solution pour la démocratie, c'est d'être ceinture et bretelle, quoi. C'est-à-dire d'avoir plusieurs dispositifs démocratiques qui s'enchâssent les uns dans les autres. Un élément important, c'est la démocratie telle qu'elle existe, représentative, etc. Mais il y a d'autres éléments très importants. La démocratie directe. Eh bien, voilà, on peut décider à l'échelle locale d'un certain nombre de choses, mais aussi à l'échelle de certains services numériques, d'avoir des communautés d'utilisateurs qui décident, qui prennent des décisions. Et puis, il y a effectivement tout ce qui est autour des assemblées citoyennes. Vous voyez, donc c'est-à-dire, on prend des citoyens ordinaires qui représentent plus ou moins la société, et puis on leur donne du temps pour des mois pour discuter. Comme ça a été fait avec la Convention citoyenne pour le climat. Et d'ailleurs, c'était très intéressant, le cas de la conférence pour le climat, qui finalement est arrivé à des conclusions assez fortes qui n'ont pas été suivies, mais le contenu n'était pas inintéressant. Donc, si vous voulez, ces 3 éléments de... Et donc, l'idée de ces assemblées citoyennes, ce serait de les mobiliser, de mobiliser ces citoyens tirés au sort sur des sujets spécifiques, par exemple, que doit-on faire de l'intelligence artificielle, quels vont être nos usages numériques à l'avenir, en fonction de notre budget écologique ou des choses comme ça ? Absolument. Enfin, c'est même plus général que ça. Ça renvoie au scénario que j'évoquais tout à l'heure. Parmi ces scénarios, il y a l'alimentation, mais il y a aussi le numérique. Bon. Et il n'y a pas de raison de traiter finalement le numérique fondamentalement différent que la question de l'alimentation. Donc ça, voilà ce que je pourrais répondre sur cette question démocratique. Peut-être aussi quelque chose de plus immédiat, c'est que la menace sur la démocratie aujourd'hui, elle est par la monopolisation par des institutions privées. C'est-à-dire que déjà, reprendre une forme de contrôle public serait déjà je sais pas comment dire, quelque chose qui vraiment réduirait la menace telle qu'elle existe aujourd'hui. On n'a pas besoin d'imaginer très loin pour déjà arrêter les dégâts, quoi. Alors justement, pour pouvoir se projeter, est-ce que vous pourriez dire en quelques mots, pour vous, si ce cyber-écosocialisme venait à voir le jour, à quoi ressembleraient nos vies, nos sociétés très concrètement ? Alors,
une des choses qui me semble absolument essentielle, c'est de se dire qu'on n'aurait pas à s'inquiéter de façon majeure pour le quotidien. C'est-à-dire que le fait d'avoir un boulot, le fait d'avoir accès aux services de santé essentiels, toute cette logique de service public est quelque chose qui, étant le fruit de la délibération collective sur l'investissement, serait sans doute parmi les premières choses qui soient satisfaites de façon régulière. Et donc, un élément intéressant évidemment du numérique, c'est qu'on peut renforcer notre capacité à déterminer la qualité de ces services-là. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la transformation du rapport à la nature. Et le deuxième élément, c'est pas deuxième en termes d'ordre, c'est même premier, logiquement, c'est-à-dire que, effectivement, cette conscience écologique doit être quelque chose qui s'incarne dans un certain nombre de dispositifs numériques qui nous la rendent visible et qui nous permettent de suivre en temps réel ces dégâts-là et de les réduire. Donc là, il y a quelque chose qui doit être un peu omniprésent, mais dont la conséquence concrète, c'est quoi? C'est pour nos vies à toutes et à tous, des meilleures conditions de vie en termes de santé, en termes d'accès à une qualité de l'air, une qualité de l'eau. Il faut qu'on en gagne quelque chose. Un point sur lequel je veux vraiment insister, c'est que le cyber-écosocialisme, c'est pas quelque chose de moins bien que le capitalisme parce qu'on est contraint par l'écologie. C'est au contraire quelque chose où on a davantage de maîtrise sur notre existence et qualitativement, on gagne beaucoup de choses qui nous sont aujourd'hui enlevées. Aujourd'hui, les villes dans lesquelles on vit sont des villes d'environnement extrêmement dégradé, extrêmement stressantes par toute une série d'aspects directement physiques, le bruit, la lumière, etc. Donc, on peut avoir une meilleure qualité de vie, on peut augmenter notre bien-être de vie tout en restant dans les limites planétaires. Et puis, le troisième élément, effectivement, c'est une société dans laquelle, finalement, on est plus souverain. C'est pas une société où on a moins de choses à dire, on garde beaucoup d'autonomie individuelle, il s'agit pas de se retrouver contraint, on est contre... il faut éviter absolument, bien sûr, la dictature sur les besoins, mais aujourd'hui, la dictature, elle est imposée par le marché, par les manipulations marketing, par les besoins artificiels, mais on retrouve finalement une voie démocratique à piloter les priorités de notre mode de développement, et donc c'est, on pourrait dire, une forme de démocratie augmentée, grâce au numérique en partie, mais au-delà de ça, c'est les dispositifs politiques qui sont importants. Alors justement, quand vous parlez du fait que nous serons conscients aussi de l'impact de tel ou tel usage, on peut imaginer aussi une société dans laquelle qui serait très numérique en quelque sorte, où on verrait apparaître à plein d'endroits les impacts d'un trajet en voiture ou autre. Enfin, si on essaie de l'imaginer sous forme d'œuvre d'anticipation, quelle serait justement la place du numérique, de la technologie dans une société cyber-éco-socialiste? Non, vous avez raison. Il y a même dans notre vie de tous les jours. Oui, bien sûr. Donc, il y a, par exemple, CyberSyn, qui était le modèle qui avait été déployé au Chili au début sous Allende en 1973. C'était vraiment cette idée où il y a des écrans qui rendent visible aux différents citoyens l'état de leurs conditions d'existence, l'état au niveau national, et puis qu'il y ait des formes d'interaction entre les deux. Quelqu'un d'autre qui est Bogdanov, qui était un Russe qui a imaginé des sociétés post-socialistes au début du XXe siècle. Il imaginait une société extraterrestre dans lesquelles, finalement, chacun irait travailler là où il voudrait grâce aux informations qui apparaîtraient. Il parlait pas de numérique, ça n'existait pas, mais qui apparaîtraient sur des panneaux et chacun s'auto-distribuerait. Cette idée qu'on puisse être plus conscient, effectivement, est quelque chose de très important dans notre capacité de pilotage en commun. Je pense pas que ce soit nécessairement une saturation d'informations. À mon avis, c'est plutôt l'inscription dans des communautés qui pourraient le manifester parce que on a beaucoup d'informations et c'est aussi quelque chose qu'il s'agit de contenir. Mais cette idée qu'elle puisse être accessible, qu'on puisse décider de s'y investir, qu'on puisse suivre sa communauté dans laquelle on fait confiance dans telle ou telle dimension, est effectivement une des manières dont on peut imaginer mieux vivre au monde. Et ça ne se fera pas forcément une technologie omniprésente ou des lunettes qui nous permettent de visualiser tout autour de nous. Non, je pense pas qu'il y ait de toute façon de solution technologique. Oui. En fait, je pense que les technologies numériques nous donnent potentiellement l'accès à un nouveau genre de conscience, mais les dispositifs techniques sont en fait des dispositifs politiques qui permettraient effectivement d'y accéder. Alors, dernière question, vous l'avez dit, ce cyber-écosocialisme, c'est une voie étroite. Donc, comment est-ce que vous considérez que finalement, d'ici là, en quelque sorte, ou même si ça n'arriverait pas, il faut continuer à résister au techno-féodalisme et finalement, est-ce qu'il faut se passer du numérique pour sauver la planète ? Alors, non pas se passer du numérique, mais effectivement ne pas croire que le numérique partout, l'intelligence artificielle partout est souhaitable, d'ailleurs c'est pas souhaitable, et possible écologiquement. Ça, c'est effectivement très important de le poser de façon claire. Mais d'un autre côté, je pense qu'il ne faut pas non plus se réfugier dans une idée de downscaling, de réduction technologique qui dirait que les seules solutions qui peuvent exister sont au niveau local. En fait, on doit prendre en charge notre destin commun à l'échelle nationale, mais au-delà international, et ça passe aussi par questionner des différents déploiements possibles du numérique. Alors oui, comment faire en attendant,
limiter le pouvoir des big tech, avoir une entreprise internationaliste de souveraineté numérique, c'est un peu ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est quelque chose de très important. D'autre part, renforcer les communs, les usages alternatifs, les communautés de logiciels libres, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Et puis enfin, c'est effectivement questionner la qualité de notre activité, c'est-à-dire que il faut se passer du numérique parfois dans certains espaces pour aussi avoir une vie sans numérique qui a sa qualité propre. Donc, limiter les usages du numérique, c'est les prioriser, mais c'est aussi sans doute ouvrir des espaces qui sont hors numérique. Merci beaucoup, Cédric Durand. Merci. C'est la fin de cet entretien. J'espère qu'il vous a permis de mieux comprendre les enjeux autour du numérique aujourd'hui. Comme toujours, je vous mets plusieurs éléments en description de la vidéo pour aller plus loin sur le sujet. Vous le savez, Blast est un média indépendant de tout pouvoir politique ou économique et nous n'existons que grâce à nos abonnés et donateurs. Alors si vous voulez en faire partie et nous soutenir, c'est le moment, juste ici. Merci et à très vite sur Blast.